plateforme ISEFRAC Occitanie. Je suis Annabelle Ténèche, je suis la directrice des abattoirs et je suis ravie de vous accueillir toutes et tous pour ce nouveau Jeudi des abattoirs qui sera une conversation avec l'artiste Fatima Mazmouz et l'historienne de l'art Julie Crène. Donc, je suis ravie de les accueillir toutes les deux. L'artiste Fatima Mazmouz est née en 1974. Elle est franco-marocaine et elle expose actuellement dans l'exposition Sous le fil, dans laquelle est présentée une des œuvres de la série Super sur laquelle nous allons revenir au cours de cette conversation. Et je signale que c'est d'ailleurs une œuvre qui vient de rentrer dans les collections des abattoirs. Et donc, pour cette conversation, nous sommes accompagnés de Julie Crène, qui est historienne de l'art et commissaire d'exposition indépendante, et qui a écrit une thèse sur les pratiques textiles. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder le travail de Fatima, notamment sous l'angle de la question du tissu, mais aussi, bien sûr, du corps et de l'engagement. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Et je vais passer la parole à Julie pour le début de cet entretien. Merci Annabelle, merci Fatima et merci donc pour cette invitation. Pour commencer, peut-être qu'on pourrait discuter, Fatima, de ta démarche artistique d'une manière un peu globale. Donc, tu es une artiste autodidacte et aussi une artiste chercheuse. Ton projet, on va dire, l'ensemble de ton projet porte un titre qui est Les ventres du silence, pouvoir et contre-pouvoir, et qui, à l'intérieur, décline dans le temps et dans l'espace différentes problématiques qui touchent notamment au contrôle des corps des femmes, mais pas seulement. Ta réflexion est pleinement intersectionnelle puisque tu vas allier autant ces assignations faites aux femmes que des réflexions qui mêlent l'intime et le politique et l'histoire coloniale et l'immigration. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta démarche artistique? Alors, bonjour à toutes, bonjour Julie, bonjour Annabelle. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour présenter ce travail. Donc, effectivement, je me présente comme étant une photographe plasticienne, mais pas seulement, aussi comme une artiste conceptuelle. C'est important puisque c'est la notion de recherche qu'il y a derrière. Et au cœur de ma démarche, vraiment, il y a le corps. Ce corps qui est un véritable sujet de réflexion, qui est un réceptacle au quotidien de ce qui peut se passer de l'ordre de l'intime, mais aussi de l'ordre du politique. Et ce corps a été un corps photographié, un corps dansé, donc chorégraphié, mais aussi calligraphié, puisque c'est aussi l'écriture de ce corps à travers tout ce travail et toutes ces déclinaisons qui me permet, comme un curseur, de créer un langage personnel et de pouvoir m'inscrire dans une démarche artistique. Donc, à partir de là, le corps dans sa réalité, qui est le corps féminin dans un contexte qui est pour moi celui de la double culture, de l'entre-deux, va me permettre d'aller chercher, comme tu l'as bien formulé, d'être à l'intersection des questions féministes, des questions d'ordre postcolonial, mais pas seulement, aussi tout ce qui en décline, tout ce qui en découle comme des questions liées à la mémoire, aux archives, au patrimoine et bien sûr à l'écriture de l'histoire. Peut-être avant de parler de Super on pourrait revenir sur ce projet que tu as consacré à la problématique de l'avortement, qui fait partie donc de cette réflexion que tu mènes à partir du contrôle des corps des femmes et de ce slogan féministe Mon corps, mes choix, qui finalement pourrait traverser l'ensemble de ta recherche. Est-ce que tu peux donc nous parler de ce corps rompu à partir duquel tu as travaillé pendant quelques années? Alors, le corps rompu, c'est un sous-titre d'un nouveau corpus qui s'appelle Petit musée de l'utérus.
Ce corpus a commencé évidemment avec le travail autour de l'avortement comme expérience en tout cas, et le fait de l'avoir vécu, d'avoir rencontré les différentes autorités médicales, et puis aussi de l'avoir vécu d'un point de vue intime, m'a permis de comprendre les articulations de la rupture, et qui, dans l'intime, qui transposé dans l'espace du politique, m'a permis d'aller plus loin, notamment travailler autour de la question de l'utérus et de percevoir l'utérus comme terre d'asile. Donc, j'ai fait le lien avec ces intégrations avortées, mais pas seulement. J'ai été regarder au niveau de la dénomination du mot utérus. En grec, c'est le mot qui détermine, qui signifie en tout cas l'hystérie. Donc, pour moi, c'était intéressant de travailler l'utérus avec la métaphore de l'hystérie et de comprendre toutes les hystéries qui découlent de cette perception du corps d'asile, de l'utérus, donc, et d'en faire un langage en tant que tel. Donc, en partant des utérus malades, auxquels j'ai donné des dénominations comme l'exclusion, comme la discrimination, comme le rejet, etc. Et petit à petit, ces utérus malades, d'ailleurs que l'on peut, pour donner une idée au public, qui peut se lire aussi sous une œuvre comme étant utérus arme de destruction. Si on regarde l'angle du viol, le corps des femmes utilisé dans les guerres comme étant une arme de destruction. Et petit à petit, cet utérus, je l'ai fait évoluer pour arriver à la puissance de ces femmes, pour en faire plutôt un levier, comme une arme de résistance. Comment cet utérus peut devenir une arme de résistance, et du coup, ce sont des utérus qui deviennent des utérus armés. Mais en tout cas, toute cette problématique est une manière de comprendre à quel point le corps des femmes donc, est manipulé, est stigmatisé, est aussi, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire esclavagisé depuis tous ces siècles, mais à travers, pour revenir particulièrement sur la question de l'avortement, l'expérience de l'avortement, ça a été une manière de dire, évidemment, ni que l'on est pour, ni que l'on est contre, parce que quand on fait un avortement, comme l'a dit Simone Veil, très clairement, aucune femme n'a recours à l'avortement par gaieté de cœur. C'est déjà en soi quelque chose de lourd à porter, parce qu'on a ses propres choix. Mais quand en plus on doit gérer les frustrations des autres et qu'on doit gérer l'enfermement des autres, c'est une double peine. Et la morale. Pour moi, c'est de la criminalité. Bien sûr, la morale qui est très, très lourde. C'est une double criminalité que l'on fait peser aux femmes, parce que, encore une fois, ni je suis pour, ni je suis contre l'avortement. Je suis contre le fait de retirer ce droit aux femmes. Chaque femme doit être libre de choisir pour elle, pour son corps, et non pas de penser le corps des femmes, parce que c'est vraiment ce qui était ressorti de cette recherche. Le corps des femmes est pensé, en tout cas dans cette question de l'avortement, comme un corps fragmenté. Enfin, en tout cas, il y a cette pensée fragmentaire qui fait qu'on pense le ventre de la femme juste comme un outil de reproduction, et à la vie éventuelle que l'on pourrait donner, on substitue la vraie vie de cette femme qui a une histoire, qui a son ancrage, qui a ses émotions, qui a ses ressentis. Donc, pourquoi est-ce que cette vie-là passerait après des choix que d'autres imposeraient sur une éventuelle vie qui correspondrait, encore une fois, plus à des choix moraux, etc. Donc non, pour moi, il est criminel d'imposer aux femmes, en tout cas de retirer aux femmes ce droit à l'avortement. Elles ont le droit, elles sont intelligentes, elles ont tous les moyens pour pouvoir en paix décider ce qui est bon pour elles à un moment donné. Et on hérite tous de quelque chose. Laissons-leur le droit de décider ce qu'elles ont envie de laisser, ce dont elles ont envie d'hériter comme traumatisme, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Parce que je parle de traumatisme parce que souvent on parle du traumatisme de l'après-avortement. Mais encore une fois, peut-être qu'avoir eu les enfants, c'est un traumatisme plus grand pour ces femmes qui auraient voulu avorter.
Donc, encore une fois, la grande criminalité là-dedans, c'est d'imposer aux autres et de ne pas leur laisser le choix. Et de la même manière que d'imposer un avortement à des femmes qui veulent avoir des enfants est tout aussi criminel, évidemment. C'est une question de droit individuel. Vraiment, mon travail se pose en défenseur de droit individuel. La femme doit être libre et doit avoir le droit de choisir pour elle-même et pour son corps. C'est une évidence, c'est une évidence. Je ne comprends pas comment aujourd'hui mon intimité se retrouve sur la place publique. Comment est-ce que ce qui se passe dans mon ventre intéresse la place publique? C'est mon histoire. Encore une fois, c'est quelque chose qui est inadmissible, peu importe dans quel sens, mais on peut le prendre donc pour ou contre. Mais en tout cas, ce qui se passe dans mon corps n'intéresse personne et doit être le fait de ma propre personne. Et ça, vraiment, c'est un combat qu'on est loin de gagner, qui est encore en work in progress, on va dire. Mais j'espère qu'il est plus en work in progress que l'inverse, qu'il ne déprogresse. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point beaucoup d'éléments, en tout cas au niveau du statut de la femme, beaucoup de postures se sont rigidifiées. J'ai l'impression qu'on fait un peu marche arrière quand on a vu tous les combats qui ont été menés jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, les droits de la femme sont vraiment, et les droits individuels sont vraiment au cœur de mes combats. Mmh. Et alors, je rebondis sur tes engagements, tes colères et tes convictions que je partage pleinement, pour arriver finalement à la figure de Superwoman qui apparaît comme une contre-proposition par rapport à ces problématiques liées à l'avortement et qui sont toujours liées à ton expérience personnelle. Donc là, Superwoman, c'est la figure de la mère, la figure de l'empowerment, donc de la femme puissante. Est-ce que tu peux nous parler donc de l'origine de Superwoman et du sens qu'elle a à tes yeux? Alors, pour moi, vraiment, la Superwoman, quasiment au même moment, c'est vraiment une figure libératrice. Je l'ai dit très, très souvent, la Superwoman, la figure de la Superwoman, ça a été d'un très, très grand soulagement. D'abord parce que, issue des comics, cette figure de l'icône de la super maman vient vraiment complètement contrebalancer les idéaux que j'ai pu rencontrer et tous les stéréotypes, que ce soit encore une fois occidentaux, parce qu'il faut contextualiser, donc occidentaux pour France des années 80 jusqu'à aujourd'hui, de ce que je connais, mais aussi orientaux et africains que je connais aussi de l'autre côté de la rive. Et dans tous ces cas, selon les représentations de chacune de ces cultures et l'enfermement que l'on peut faire de la femme, la Superwoman vient sauver. Mais elle vient sauver à divers endroits. D'abord, encore une fois, par rapport aux stéréotypes féminins, montrer la puissance de la femme, ce corps de la femme enceinte qu'on occulte, qu'on ne voit pas, en tout cas pendant très longtemps qu'on a essayé de cacher comme si c'était quelque chose qui était à côté, en dehors de la société. D'un seul coup, pour moi, il devient présent, il prend la place, il existe dans son quotidien, il réalise des choses, c'est pas un corps malade. Le corps de la femme enceinte n'est pas un corps malade, même si on veut nous le faire croire, entre guillemets. Quand je dis on, je fais référence à l'autorité médicale, une certaine autorité médicale, bien sûr, je ne condamne pas tout ce que j'ai entendu, mais je fais référence au combat que certaines sages-femmes mènent pour pouvoir accoucher les enfants chez eux et pas toujours à l'hôpital. Une femme enceinte, c'est pas une patiente, c'est une femme enceinte qui va donner la vie. Donc pour tous ces clichés, voilà, je voulais vraiment redonner de la valeur à ce corps. En train de bouger dans un jardin et qui a une vraie identité, avec sa réalité de corps féminin, avec les culottes de cheval, c'est un corps cru, c'est un corps qui se dit tel qu'il est, avec sa frontalité.
Donc, pour toute cette partie féministe, oui, le corps de la Superwoman est un corps qui veut exister dans sa réalité. Et d'un point de vue plus subversif, le corps de la Superwoman et le corps de la femme enceinte a été salvateur parce qu'il a mis en avant des éléments, il a révélé des éléments symptomatiques et notamment le fait que quand on est dans le corps de la femme enceinte, on est dessaisi de son propre corps. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a cette espèce de… Notre corps est un corps d'abord culturel. Et le fait que la nature s'en empare aussi comme ça, on est dans ces habitudes. Notre corps culturel ne trouve plus ses repères, notamment quand on veut lasser ses chaussures, quand on veut aller faire la vaisselle autour de l'évier. Il y a l'autorité du ventre qui vous en empêche. Et d'un seul coup, on est arrêté dans la manière dont on vit son corps habituellement. Et du coup, le fait d'être en dehors, parce qu'il y a des événements auxquels on ne peut plus assister, parce que c'est dangereux pour le bébé, ou on ne peut plus marcher. Je ne parle pas des premiers mois de grossesse, hein, mais en tout cas, quand on est bien embarrassé, on voit bien que ce corps est quelquefois le corps du monstrueux. Je dis quelquefois parce que je me suis amusée à faire des expériences dans l'espace public en faisant des sorties surprises. Et souvent, je me cachais derrière un poteau, etc. Et je sortais devant des personnes. Et systématiquement, j'ai vu des grincements, même si les gens, après, ils sont contents, ils vous disent « Ah là, mais c'est formidable, vous êtes enceinte, etc. » Mais il y a un moment où il y a toujours une crispation. Alors, je n'ai pas été plus loin, je ne sais pas si cette crispation, elle fait référence à une espèce de traumatisme originel auquel chacun s'identifie. Mais en tout cas, cette déformation, qui est due à la formation du bébé, mais cette déformation physique nous amène, on est dans quelque chose, cette extension, on est dans quelque chose de l'ordre du monstrueux, d'autant plus que moi, pendant ma grossesse, il y avait quelque chose de très curieux qui était de l'ordre phallique. Moi, j'avais le sentiment plutôt d'être en surpuissance. En même temps, on possède son propre corps. En même temps, on a la présence masculine de l'homme et de la verge masculine qui a aidé à procréer. Et en même temps, il y a cet être qui est là. Donc, on sait qu'on est porteur en même temps de ces trois entités. C'est pour moi le corps de la grossesse, enfin la Superwoman, c'est vraiment l'hétérotopie de Foucault. C'est un espace improbable où comme ça, des espaces différents et des injonctions différentes vont exister en même temps. Donc, pour moi… Est-ce que tu crois pas, excuse-moi Fatima, mais est-ce que tu crois pas que le fait que les gens puissent être mal à l'aise ou qu'il y ait quelque chose d'inconfortable avec le fait d'être confronté au corps d'une femme enceinte, c'est aussi parce que finalement, il est très peu vu et très peu représenté. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ta part aussi une volonté transgressive de montrer le corps non seulement d'une femme enceinte, mais aussi d'une artiste enceinte? Parce qu'on sait très bien que c'est aussi dans notre petit monde de l'art une problématique très importante que d'être une femme artiste, mère. Bien sûr, c'est le premier point que j'avais soulevé en mettant en avant, en voulant contrebalancer ces stéréotypes féminins, parce qu'on ne voit pas la femme enceinte, elle est écartée de la société, même si aujourd'hui la mode consumériste s'empare de plus en plus voilà, d'un point de vue marketing du corps des femmes enceintes. Mais malgré tout, ça reste enjolivé, ça reste mis sous un certain éclairage. Il y a une véritable volonté de séduire. Que je ne retrouve pas dans mon travail. Il n'est pas question du tout de séduire, il est question d'être encore une fois cru, de poser sur la table ses tripes, en tout cas, de dire les choses telles qu'on les dit. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que pendant un moment, j'ai écrit quelque chose autour de la création et de la procréation. Comment la Superwoman, elle arrivait à un moment à faire
corps et la création et évidemment le côté obstétrique de donner la vie parce que on est aussi inscrit dans la société et on a aussi cette vie. Les artistes ne sont pas déconnectés du quotidien, ils ont des familles, des vies, et ils sont en lien, etc. J'ai une pensée pour toutes Donc, les femmes. pour moi, c'était… Ah pardon, il y a un décalage, excuse-moi Fatima. Je faisais juste une petite parenthèse en disant que j'ai une pensée pour toutes les femmes artistes à qui on a dit quasiment systématiquement ton enfant est ton plus beau chef-d'œuvre. Mais oui, et ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui, quand mes enfants regardent la Superroom, voilà, il y a des discussions qu'il y a entre nous et ils avaient du mal, ce qui est normal, hein, à comprendre. Il a fallu que j'accompagne le discours parce que ils ont compris que le corps de la Superroom, c'était un support artistique. Et je ne voulais pas qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils sont un support artistique et leur donner les laisser investir pleinement la vie et l'enfant et leur statut d'enfant en réalité, et leur place dans ma perception de la famille, qui se considère pas comme objet aussi. Donc, il a fallu accompagner en tout cas ce discours. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est artiste bien évidemment dans son quotidien, mais il y a aussi des soupapes, il y a des moments où on vit juste comme tout le monde et une fois que j'ai rangé mes outils, mon travail, l'appareil photo, etc., et que j'ai mon ventre, oui, on fait comme tout le monde, on a des vies. Donc, c'est important de le souligner. Par contre, les limites encore une fois, que l'on fait peser sur nos épaules en tant qu'artiste, c'est cette capacité d'être mère et en même temps de pouvoir trouver des résidences d'artistes qui puissent nous accueillir en tant que mère, etc. Bon, c'est un autre débat, mais encore une fois, pour asseoir ce statut de femme artiste et qui peut devenir mère et les accompagner dans leur quotidien. Encore une fois, il n'est pas question de fragmenter la question artistique et d'empêcher des femmes de pouvoir s'épanouir à tous les niveaux de leur vie, là où elles ont envie d'être, en tout cas. Mais on voit bien que c'est pas seulement sur le plan, enfin, pas seulement pour les artistes, on voit bien que le côté carriériste, il y a encore d'énormes combats là-dessus. Quand l'on veut avoir une longue carrière, le fait d'être mère, on nous demande souvent de choisir entre la carrière et le fait d'être mère, quoi. Comme si on n'avait pas la possibilité aujourd'hui, dans les années 2000, de pouvoir allier les deux avec tout ce que l'on connaît comme science, que l'on a développé autour de la notion de l'émotion et du vivant, quoi. C'est terrible. Mais je pense que c'est un travail qui est en cours et qui commence à s'installer. Mais il faut que les femmes artistes continuent de faire des demandes dans ce sens et continuent de s'imposer aussi en tant que telles. Hein. On a besoin des voix. Une voix que l'on n'entend pas n'existe pas. Donc, il faut vraiment entendre, il faut prendre la place. C'est comme donc ces artistes, merci, on ne les voit pas, elles n'existent pas. Donc, vraiment, c'est important que ces femmes artistes puissent avoir la liberté et la chance de pouvoir mener à bien une carrière artistique et une vie de famille. Ça, c'est indéniable. Donc, je vais juste rebondir et refaire le lien avec la Superroom, parce que j'en ai donné un éclairage, mais je n'ai pas donné l'autre éclairage. Donc, le point de vue, après le point de vue féministe, l'autre point de vue où Superroom a été salvatrice, c'est donc dans la reconnaissance de ces symptômes dont j'ai parlé, le rapport au corps du monstrueux, au corps étrange, au corps… encore une fois, de la périphérie et plus du centre. C'est quelque chose, pendant que j'ai vécu cette grossesse, c'est quelque chose qui a été mis en avant et qui m'était familier. Je me suis rendu compte que le corps de la grossesse a révélé ces sentiments familiers. Et il y a un moment où je me suis rendu compte à quel point le corps de la grossesse a mimé le corps de l'émigré que j'ai porté pendant plusieurs années. Et donc, du coup,
ça m'a permis de revenir sur cette lecture du corps de l'émigré et du statut du corps de l'émigré tel qu'on le perçoit dans la société en France aujourd'hui. Et je retrouve des parallèles. Donc, le corps de l'étrange devient le corps de l'étranger, le corps du monstrueux, des communautés qui sont en périphérie et pas au centre parce que coupées par des outils, que ce soit sociaux, culturels et autres. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre à quel point la question, faire dialoguer en tout cas le corps de la mère avec la mère patrie, a été vraiment d'un grand bénéfice et m'a permis d'ouvrir vraiment au niveau des moyens et des outils que je pouvais mettre en œuvre, comprendre ce qui est en vérité au centre de cette problématique, c'est la question du vivre ensemble. Et cette question du vivre ensemble, aujourd'hui, elle se pose par la capacité qu'a le corps de la mère patrie France à accueillir cette diversité culturelle, ce multiculturalisme, sans l'atrophier de cette culture, de ces cultures d'origine, et sans les réduire à ça aussi. Donc, toute la difficulté est là, mais grâce à la Super-Room, encore une fois, on a pu, et les déclinaisons qu'on a pu en faire, on a pu, avec en tout cas plusieurs écoles, des enfants notamment avec la galerie Louise Michel à Poitiers en 2017. Ça a été une formidable expérience de travailler avec les enfants du quartier. Et chacun s'est approprié une silhouette et chacun y a mis ce qu'il a voulu y mettre de mère patrie. Donc, ils ont été cherchés dans les mères patries des grands-parents, des parents et celles qui les composaient eux-mêmes, avec les cultures. Ça peut être la culture numérique, ça peut être la culture littéraire, etc. Et chacun y a mis ce qu'il a voulu y mettre en termes de culture. Et là, ça a permis d'avoir des outils pour comprendre le multiculturalisme et d'ancrer le multiculturalisme dans une seule entité qu'est la France. Mais voilà, si la France est la mère patrie, il faut qu'elle ait les moyens d'accueillir le multiculturalisme, les autres identités qui viennent d'ailleurs, comme d'ailleurs on le fait pour d'autres cultures, mais on n'a pas le même rapport de domination avec ces cultures ni conflictuelles, parce que quand on est anglais et que l'on vit en France, par exemple, on accueille tout à fait sa diversité culturelle. Le problème se pose pour les cultures qui ont une histoire qui sont issus de l'histoire coloniale. Et là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail à mener avec les enseignants, les chercheurs, les responsables politiciens pour faire en sorte que ce travail, encore une fois, dont on parle beaucoup de mémoire, de guerre de mémoire, etc., puisse avoir lieu, mais dans un contexte de paix et de résilience. Parce que vraiment, ces questions, évidemment, qu'on les a en tête depuis toujours, mais il était question de ne pas tomber dans des extrémismes quelconques, de ne pas tomber dans des communautarismes, d'avoir en tête la volonté d'être français et puis de le vivre comme tel, mais dans la résilience. Donc, de ne pas refouler ce qui est les faits historiques. Un fait historique est un fait, de ne pas le repenser. Personne aujourd'hui n'est responsable de ce qui a été programmé par d'autres, mais par contre, de trouver un espace pour en parler et de voir comment est-ce que ensemble, on peut créer un avenir commun et une mémoire commune, en tout cas une base avec laquelle on peut s'y référer, une base qui implique évidemment la résilience. Donc, là, pourquoi Super-Room est très importante. Et pour moi, c'est vraiment un ancrage en tant qu'artiste, c'est vraiment un ancrage en tant que citoyenne. Super-Room m'a réconciliée avec la République, m'a réconciliée en tant que citoyenne française avec l'Hexagone. Et pour moi, c'est vraiment une personne, enfin, c'est un élément clé de l'histoire de l'immigration en France. Pour moi, c'est une histoire française. Super-Room, c'est d'abord une histoire française. Elle n'aurait pas pu naître ailleurs. Enfin, en tout cas, son ancrage, c'est la France. Donc, pour moi, c'est une icône importante dans mon travail. Je vais rebondir sur Super-Room. Je vais faire un petit clin d'œil à Julie. L'autre phrase que moi, j'ai l'impression d'avoir toujours entendue, c'est aussi quand on parle des actrices, votre plus beau rôle, celui de mère. Comme si elle n'avait pas créé à côté. Et pourquoi je fais ce lien avec les actrices? C'est parce que tous ces thèmes dont tu parles, c'est très important de dire que dans Super-Room,
tu utilises plusieurs ressorts qui sont très inattendus artistiquement pour ces questions. C'est l'humour, le grotesque, je dirais même parfois un burlesque un peu à la Chaplin, en accélérant parfois les images, ce qui est aussi une écriture très proche de l'écriture post-internet, et d'utiliser beaucoup le ressort de la culture populaire, celle des comics et des super-héros, qu'on retrouve aussi également énormément dans le cinéma, et où on sait très bien que la super-héroïne, elle est quelque chose d'assez récent. Et donc, je veux savoir comment tu as choisi ce biais justement de la culture populaire et de beaucoup d'utiliser l'humour pour travailler Superroom aussi. Donc, pour moi, c'est aussi une posture philosophique, bien sûr. Quand on est submergé par tous ces discours, que ce soit postcoloniaux, féministes, et qu'on est dans son intimité, dans son quotidien, enfin, la seule vérité à laquelle on s'accroche, en réalité, c'est celle de l'humour. Parce que celui-là, vous l'avez choisi. C'est la soupape qui vous permet de traverser tous ces espaces. L'humour, c'est cet espace qui vous permet de faire exister tous ces improbables. Parce que quand ces univers s'entrecroisent, il y a évidemment, il y a beaucoup de situations cocasses quand on n'a pas tous les codes. Et je peux vous assurer que s'il n'y a pas l'humour, vous êtes constamment dans une posture victimaire, ce que je réfute complètement. Et l'humour vous permet d'être accroché à la vie, vraiment de se dire, allez, après tout, nous ne sommes que des êtres humains. Après tout, ceux qui nous enferment, peut-être qu'ils n'ont juste pas les outils pour pouvoir te lire. Donc, essayons du coup, en fait, l'humour me permet de faire le chemin inverse, de dire s'ils ne savent pas venir à moi, alors c'est moi qui vais aller vers eux. Qu'est-ce que je peux leur donner comme outil pour pouvoir comprendre la complexité dans laquelle j'évolue? Donc, l'humour permet ça. L'humour permet aussi, encore une fois, ce pied de nez par rapport à cette espèce de culture patriarcale dans laquelle j'évolue de par ma culture d'origine au Maroc, mais aussi dans la culture française, bien sûr. Et du coup, pour moi, faire cette héroïne femme crue, qui n'est pas dans les codes de la séduction, en tout cas l'objet, la femme objet, on n'est pas du tout dans ce rapport de définition de la femme, cette femme crue qui est là avec, j'allais dire, ses défauts, entre guillemets, en tout cas sa réalité de corps, avec ses rondeurs. Voilà, pour moi c'était, oui, c'est la réalité. Donc pour moi, à partir du moment où c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est la vraie vie, mais pour moi, c'est un corps puissant. Le corps de la femme enceinte, c'est un corps en surpuissance. Avoir à porter la vie, c'est un corps, encore une fois, c'est un corps magique, le corps de la grossesse, véritablement. Donc, pour moi, oui, on est de l'ordre de la super-héroïne, mais pas une héroïne qui est pensée par l'élément masculin à un moment donné, avec des accessoires de pin-up, ou alors, en tout cas, les accessoires de pin-up, je choisis de les affubler sur un corps, oui, qui peut être cru, mais qui peut aussi être sexy, mais dans sa puissance assumée, et qui peut faire peur, puisque j'ai eu beaucoup de rejets par rapport à cette vidéo et par rapport aux séries de photos Superroom, trop de frontalité des femmes elles-mêmes, hein, qui ont refusé, enfin qui ont vraiment eu un rapport très violent avec cette pièce, en cachant des fois pour passer devant les photos ou la vidéo. Donc oui, pour moi, c'est l'humour qui permet de sauver. Et quand on regarde un petit peu, on se rend compte que allez, il faut rire de toutes ces situations-là. Malgré tout, il y a d'autres situations qui sont pires, et l'humour permet cette vérité. L'humour est une vérité en soi pour moi. Et l'humour, c'est aussi une arme, en fait, une stratégie pour toi, pour amener finalement ces plats énormes qui sont l'histoire coloniale, le patriarcat, le sexisme, le racisme, le silence effectivement d'une communauté de corps qui est largement mis à l'écart. Et je voulais revenir aussi sur finalement l'énorme potentiel politique de Superhoom, qui va comme ça annuler, tordre le cou ou exacerber une quantité
d'assignations qui sont faites aux femmes, puisque dans l'imaginaire collectif, une femme enceinte, on l'a déjà dit, est invisible, elle est silencieuse, donc déjà là, elle est active, elle fait de la boxe, elle prend sa douche tant bien que mal, elle cuisine, elle fait un tas de choses, superwoman. Et elle est aussi ultra sexy, ce qui est hyper inattendu pour un corps de femme enceinte. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime dans ce personnage de super-héroïne et de super-woman, c'est comment elle va finalement nous amener à réfléchir à toutes les assignations qui sont faites aux femmes en même temps et de manière très différente simultanément. Parce que aussi, on peut penser évidemment aux travailleuses du sexe, pourquoi pas, en voyant les bottes en cuir, et comme tu manipules tous les stéréotypes en même temps. Et en même temps, il y a cette cagoule de luchadora qui est donc la guerrière, la femme qui se bat. Oui, et également, à un moment, Julie, tu parlais aussi du fait que Superwoman, c'est aussi quelqu'un qui détourne aussi les clichés de l'orientalisme. Je pense que c'est quelque chose d'assez important aussi à rappeler, hein, puisque l'orientalisme, c'est quand même un courant qui a été très, très fort pendant très longtemps dans l'art, et pas que dans l'art, hein, et que ça aussi, c'est un des clichés qui est détourné enfin, qui n'est pas détourné, mais qui est repoussé dans Superwoman. À la Mais en fait, lascivité, tu proposes plutôt l'activité. mais oui, parce que ce discours orientaliste, moi, dans mon quotidien, enfin, je vois pas. Enfin, c'est encore une fois, ça a été, c'est un des enfermements des représentations multiples que l'on a sur ces femmes issues de l'immigration nord-africaine et puis africaine aussi. Mais ce qui est certain, c'est moi, dans mon quotidien, enfin, en étant entre deux cultures, mais la question orientalisme, il est question de défendre la culture d'où l'on vient, mais la manière dont on vit la culture arabe ou la culture berbère au Maroc, cette notion d'orientalisme est inexistante. Mais là où ça devient intéressant, c'est juste qu'il y a une réalité contemporaine, c'est une culture qui évolue, mais vouloir la figer dans un discours de lascivité ou de femmes comme ça, dans la séduction, ce qui est très dur, c'est quand, en tant qu'artiste, on veut vous enfermer dedans. Parce qu'après, il peut y avoir des femmes qui se considèrent orientalisantes et elles ont le droit. Chacun est libre de se penser dans la modalité qu'il veut. Mais en tant qu'artiste, quand on vous réduit à ça, c'est compliqué. Quand le seul discours que l'on veut produire sur votre travail et sur vous, c'est un discours orientalisant, c'est compliqué quand vous avez à mener des questionnements plutôt post-coloniaux et justement qui combattent ces stéréotypes. Donc, combien de fois on m'a fait… j'ai une autre série avec des femmes habillées en noir, mais parce que c'est l'habit local de ces femmes berbères qui est plus un habit traditionnel hérité de la Rome dans le sud du Maroc avec les fibules, etc. Combien de fois, en voyant ce travail, on a voulu me faire raconter une histoire orientalisante et même encore plus figée de l'islam. On a voulu me faire parler de la religion musulmane dans ce travail, en m'obligeant à prendre posture sur ces questions-là, alors que pour moi, il était juste question de prendre à un moment donné des instantanés d'un paysage avec des femmes. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ces questions liées à l'orientalisme, c'est que ce même travail fait par une femme portant un nom occidental n'aurait pas du tout la même consonance. Donc, ça devient vraiment intéressant. Et là où je veux en venir, c'est que le travail de la superwoman, parce qu'on veut enfermer des artistes, en tout cas de mon expérience, dans ces questions orientales, le travail de la superwoman a été censuré 2 fois en France parce qu'il ne correspondait pas à un moment donné à un travail que pouvait faire une femme issue de l'immigration de culture arabo-musulmane, en tout cas d'origine de culture arabo-musulmane. Donc, c'est pour dire à quel point on veut que vous pensiez d'une certaine manière et on veut vous faire entrer dans un certain discours. Donc, et c'est une nouvelle assignation qui t'est faite? Ah oui, c'était une… J'ai découverte.
c'est que non seulement il y en avait pas mal, mais en plus, dans le milieu intellectuel dans lequel j'évolue, je me rends compte qu'on veut absolument on me donne un espace pour penser. On m'oblige à penser dans un espace. Et si on pense ailleurs, le travail est censuré. Et donc ça a été une grande... ça a été une nouvelle découverte, donc de me dire finalement quel espace la personne en face me donne réellement. Donc c'est une question qui est venue se poser à celle-ci. Je vais rebondir par rapport à ça, puisque c'est une conversation qu'on a eue justement au moment où on discutait de montrer le travail Superroom dans l'exposition Sous le fil. Alors, je rappelle que dans l'exposition Sous le fil, elle est mise en rapport avec deux œuvres d'autres artistes femmes et une œuvre d'une artiste homme sur la question aussi du vêtement et du costume. Hein. Je dis vêtements et costumes à dessein parce que c'est aussi une question. Hein. Pourquoi pour certains on dit vêtements, pour d'autres on dit costume. Et notamment en rapport avec des photographies de Zanele Moly, donc qui représentent des femmes noires lesbiennes, soit certaines sont vêtues d'un t-shirt, d'autres une robe, et une troisième d'un costume qui se veut masculin sur un corps féminin. En vis-à-vis, il y a également un travail de Béatrice Outria qui détourne une féminisation exacerbée, que ce soit celle des comédiennes des grandes heures du cinéma américain, mais aussi des publicités pour la pornographie de Las Vegas. Et également une photographie de Robert Mapplethorpe qui représente Patti Smith et qui a comme une sorte de robe-chemise, comme une sorte de non-volonté justement, presque une sorte de neutralité qui est un acte aussi de ne pas se retrouver dans une assignation via le costume et le vêtement. Et c'est là où on voit combien ce prisme du tissu, du costume, du vêtement, du textile, quel que soit le nom qu'on lui donne, selon le contexte, joue énormément sur la manière dont on à la fois se revendique et la manière dont on est classé, je dirais, en vis-à-vis. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une autre œuvre que tu avais faite, qui sont des silhouettes, qui sont cette fois-ci les silhouettes de Superroom, qui sont découpées justement dans du tissu dit orientaliste, comme une sorte de pied de nez, hein, et qui est du tissu d'ameublement. Et aussi, l'un des autres points, hein, mes remarques sont un peu longues, je suis désolée, c'est aussi que tu soulignais que Superroom avait été montré notamment dans le contexte de l'exposition Maroc contemporain, aussi à la Villette dans le cadre d'une exposition aussi sur les artistes africains. Je sais que moi-même, avec Orlando et Norio Brito, on l'avait montré dans l'Iris de Lucie il y a quelques années, dans une exposition aussi sur les artistes femmes africaines. Et pour toi, c'était important aussi que cette œuvre, qui a beaucoup de sens, elle soit montrée dans différents contextes. Effectivement, c'est important de l'avoir dans différents contextes et de montrer à quel point réduire les artistes à leur origine vous fait passer à côté de l'œuvre et vouloir absolument voir dans l'œuvre des artistes une actualité médiatique ou un discours orientalisant parce qu'on hérite de ce discours par rapport à notre perception sur ces cultures coloniales. C'est véritablement un danger. On passe à côté de la complexité de l'œuvre. Après, il y a des artistes dont travailler sur l'orientalisme, c'est leur projet, ils le formulent comme tel. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas le mien. Et pour moi, c'est vraiment comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que mon travail s'appelle Les ventres du silence. C'est faire sortir tout ce qu'on ne voit pas automatiquement, faire sortir de notre ventre tous ces silences, tout ce qui ne se dit pas, mais qui existe à l'intérieur de ces articulations dans notre système politique, sociale, culturelle, etc. et qui sont au cœur de certaines dominations, de certaines discriminations dans ces rapports de force qui sont vécus au quotidien. Donc, pour moi, c'est comment faire émerger ces situations à travers le quotidien. Et donc, pour moi, on est dans quelque chose de très expérimental et on parle de faits et non de discours. En tout cas, pour revenir sur la question de l'orientalisme.
Mais c'est pas parce qu'on va parler de culture arabo-musulmane avec ces arabesques qu'on est dans de l'orientalisme, encore une fois. Il y a quelque chose de réel, la culture évolue dans son pays, c'est un véritable héritage et c'est pas parce que ça existe que c'est de l'orientalisme. C'est juste que ça existe. C'est comme si par rapport à l'ornement, un ornement spécifique en France, on va avoir une dénomination pour parler de toute une esthétique. Donc, pour moi, il n'est pas du tout question de parler d'orientalisme et la frontalité de la Superroom, la nudité de la Superroom, encore une fois, son côté cru est là pour asseoir cette vérité de fait, de dire non, j'existe comme je suis dans un instantané. Et de cette Superroom, j'en ai fait j'ai fait évoluer ce personnage après, quelques années après, puisque la grossesse n'a duré que 9 mois. Donc, du coup, j'en ai fait un langage et un réservoir à travers donc des silhouettes. Ces silhouettes ont pris plusieurs formes et il y a un travail auquel je tiens beaucoup, c'est le travail autour des mères culturelles. Qui est extrêmement pertinent pour moi parce que c'est celui qui nous traverse tous et qui montre à quel point les cultures nous traversent et en réalité, il n'y a pas de culture souche pure. Les cultures s'alimentent les unes les autres et je voulais partir sur la question du tissu. Par contre, je ne voulais pas partir du tissu, n'importe quel tissu qui pouvait être porté, parce que du coup, là, on était dans un parallélisme avec le corps féminin. Je voulais parler du tissu comme engagement, ou en tout cas comme espace de questionnement. Donc, j'ai travaillé sur le tissu d'ameublement. C'est-à-dire que c'est comme si les femmes, encore une fois, c'est montré à un autre enfermement, et c'est comme si les femmes, elles portaient sur elles tout le temps un canapé ou en tout cas l'espace du génissé qui leur colle comme ça à la peau. C'était important pour moi de montrer comment ces cultures, que ce soit la culture marocaine ou autre, à travers le tissu avec des motifs, d'ailleurs c'est plus arabo-andalou, entre l'Espagne et le Maroc, avec ces motifs géométriques, qui permet en tout cas de penser la mère culturelle comme une entité globale, comme une entité ouverte, en ouverture. La disposition de ces découpes sont suspendues. Pour moi, la notion de flottement, elle est importante parce que quand on traverse les cultures, on est dans cet esprit de flottement, on n'est pas dans un esprit d'enfermement, on est dans une véritable ouverture, on est dans la découverte et on est surtout libre de cette promenade, d'aller chercher, d'aller choisir les cultures que l'on veut, dont on veut hériter. On n'est pas restreint à la culture de naissance. Heureusement, on est dans l'ouverture et on est libre d'aller chercher. Et c'est ça, c'est ce qui nous définit réellement, ce sont ces choix et non pas ces espaces où l'on est né. Donc voilà pour ces histoires de tissus. Et véritablement, vous avez utilisé le mot costume. J'aime ce mot aussi, comme l'apparat aussi, parce que c'est, encore une fois, pour moi, des espaces de résistance. Le costume, c'est un espace de résistance. Le génissé a été un espace de résistance. C'est un espace politique très, très fort, le génissé. C'est un espace où on débat des idées là où il n'y a pas de place sur l'espace public. Donc, pour moi, travailler sur le tissu, c'est encore une fois revenir à la culture populaire. Je suis une grande défenseuse, encore une fois, je le dis, de la culture populaire parce que là, il se passe vraiment des choses. On est dans la vie et quand on est dans la vie, on est aussi dans le politique. Donc, voilà pour cette question autour des tissus. Merci beaucoup, Fatima. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que Julie, tu veux parler du travail des derniers travaux plutôt de Fatima pour oui, alors Fatima, tu parlais justement de résistance. Peut-être qu'on pourrait terminer cette conversation en parlant des chikrates, donc de ces femmes résistantes au Maroc et qui évoluent dans des œuvres plus récentes.
Donc, pour moi, la question des chirettes, donc je vais définir, ce sont des femmes qui chantent, qui dansent, mais dont leur fonction première, c'est le chant. Et il y a eu des chants extraordinaires pendant la colonisation. Ce sont des femmes qui ont rallié les troupes grâce aux chants, et pour montrer à quel point ces chants sont des chants de résistance. Aujourd'hui, ce sont des chants que l'on pratique dans les mariages, à tout va, dans les cabarets. C'est une autre forme de résistance, parce que la chirette, c'est une icône aussi, c'est un corps magique, parce qu'elle permet aujourd'hui dans les cabarets, c'est un corps libre, donc c'est un corps où la sexualité est permise. Et donc, pour tout ça, c'est comme un peu la question de la prostitution depuis toujours dans la société, où on dit que la prostitution est nécessaire pour le bien-être de la société. Donc, ces femmes-là, elles sont devenues dans le quotidien des Marocains. C'est des résistances, mais ce n'est plus les résistances à la colonisation, mais c'est des résistances à l'espace économique et social, pour pas sombrer. Donc, c'est aussi des leviers. Mais du coup, ces portraits, pour moi, c'était intéressant de voir à quel point, dans la culture populaire, le langage, les chants sont des armes de résistance et permettent en réalité d'exister en tant que telles. C'est aussi, je fais le lien avec la dernière série sur laquelle je travaille en ce moment, qui est Démons et merveilles, pour parler de manière plus progressive de la question du corps magique et des savoir-faire féminins, de la puissance des femmes, du fait qu'elles ne sont pas présentes dans l'histoire des sciences. Et Dieu sait qu'elles ont un champ de connaissances incroyablement grand. Pour toutes ces femmes, oui, pour moi, il était question de travailler sur le corps magique et toutes les stratégies finalement que les femmes mettent en place pour résister à ces dominations masculines, que ce soit dans l'espace public, sur l'espace du politique, mais dans des milieux aussi, des fois c'est dans des communautés, des fois c'est dans des espaces plus intimes. Et qu'est-ce que l'on met en place pour exister? Pour moi, c'est une véritable incursion dans un univers où effectivement on se rend compte de la puissance de ces femmes à essayer de trouver encore une fois des moyens, des outils forts de créativité pour pouvoir faire entendre leur voix, faire entendre leurs paroles, exister, défendre vraiment des postures, encore une fois, extrêmement rigide quand on n'a pas de place, quand on n'a pas d'espace pour parler dans la société. Ça peut être au niveau des tribunaux, ça peut être parce que le patriarcat fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. En tout cas, on condamne déjà la femme avant d'avoir entendu ce qu'elle avait envie de dire, que ce soit d'un point de vue médical au niveau de ses hystéries, que ce soit au niveau des droits. Enfin, l'espace, je parle aussi pour le Maroc, c'est vraiment, c'est très, très difficile. Et donc, du coup, de rendre hommage à ces femmes, oui, c'est quelque chose qui est important pour moi, pour, encore une fois, insuffler et mettre plus de valeur à ce que peuvent représenter les libertés individuelles, les sortir de cette espèce de pensée collectivité, comme si la femme ne pouvait pas exister dans son individualité. Elle était toujours rattrapée par la société, toujours dans son rôle dans la société, donc de soumission, bien sûr, de ce qu'elle doit faire et ne pas faire. Donc, lui octroyer de plus en plus d'espace de pouvoir. Quels sont que la femme puisse sortir de la stigmatisation, quels sont les outils pour sortir de tous ces espaces d'enfermement et aller vers l'émancipation, quoi. Vraiment, c'est ça, en tout cas, le jet de ce travail-là, c'est cette quête, cette longue quête. Et je voudrais souligner par rapport à ce travail-là que tu soulignes aussi l'importance du regard féminin, parce que pour donner quelques indications sur la réalisation de ces photographies, en fait, tu utilises ce qu'on appelle un système de double image.
Donc, pour parler le langage, on va dire, contemporain ou numérique, c'est comme un système de pixelisation, c'est-à-dire soit des yeux, soit des utérus qui sont comme des petits points, comme un système de pointillistes qui permettent de reconstituer l'image, donc comme une sorte de double affirmation du regard de l'artiste ou du regard qu'on peut porter. Et je suis ravie de dire aussi que cette série vient de rentrer dans les collections publiques nationales, puisqu'elle une partie de cette œuvre vient de rentrer dans les collections du CNAP, donc Centre national des arts plastiques. Félicitations d'ailleurs pour ça. Merci. Effectivement, pour revenir sur la question artistique pure, ce travail me permet, donc, c'est ce travail de trame que j'ai mis en place. Le travail de trame me permet d'avoir ce double discours et de se dire qu'est-ce qui se trame derrière toutes ces histoires, de tramer encore une fois une à une et de pouvoir aller vers la résilience, de pouvoir faire coexister différentes vérités en soi, différents faits historiques qui permettent en réalité cette résilience. Je crois qu'il nous reste du temps pour une toute dernière courte question. Julie, est-ce que tu as une dernière question? Moi, c'était pas vraiment une question, mais j'avais envie d'inviter celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent à lire en fait 2 livres qui me paraissent être importants aussi pour comprendre les pensées dans lesquelles s'inscrit Fatima. Donc un premier livre de Françoise Vergès qui s'appelle La puissance des femmes, évidemment la couverture est à l'envers, hein. Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation et féminisme, et un deuxième livre qui s'appelle La puissance des mères de Fatima Wassak, donc la puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire. Et justement sur la question de la sortie du silence et de la réappropriation à la fois des corps et des savoirs, il me semble que ces 2 livres permettent d'aller plus loin aussi dans ce qu'on vient de discuter ensemble. Merci beaucoup, Julie. Est-ce que, Fatima, tu as un dernier mot à nous dire avant qu'on arrête cette conversation vraiment très riche? Merci à toutes les deux. Non, je crois qu'on a fait le tour. Merci infiniment pour l'écoute. Et vraiment, c'est un vrai soulagement, encore une fois, de se dire qu'il y a une écoute possible. Il y a un espace vers lequel… parce que dans ce chemin, on se sent seul. Il y a une vraie solitude quand on est en train de travailler et il y a une vraie solitude. Et quand on commence à voir que ça se mobilise et qu'il y a des retours et que finalement, des fois, on a l'impression d'être un peu à contre-courant et que finalement, non, on arrive à inscrire votre travail dans un champ de pensée. Mais oui, c'est l'espoir. Pour moi, c'est vraiment de se dire, allez, on va enfin, ça va exister. Donc, merci infiniment pour tout le travail de fond que vous faites toutes les deux. Merci. Merci à toi, Fatima. Merci beaucoup, Fatima. Merci beaucoup, Julie. J'avoue que ça me plaît assez de terminer dans cette période, cette conversation sur le mot espoir. Parce que ça, sur le mot espoir et on va dire aussi sur le mot discussion, parce que le mot discussion ou le mot parole, c'est l'inverse du silence. Et cette parole, on espère que tout le monde puisse la partager. Et donc, merci à vous. Et puis surtout, on espère que vous puissiez tous venir voir très vite cette exposition Sous le fil et en profiter pour découvrir donc la vidéo Superroom qui est dans l'exposition Sous le fil aux abattoirs. Merci beaucoup à toutes les deux. Et merci beaucoup aussi également à vous toutes et à vous tous qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci et au revoir et à bientôt. Merci à vous.